Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. Nous parlerons aujourd'hui du nouvel archevêque de Paris, nomination que certains ont estimée étonnante. Nos invités nous diront ce qu'ils en pensent et ce qu'il faut attendre de ce nouvel archevêque, j'allais dire de ce nouveau règne. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Jean-François Thomas. Quand je dis plaisir, c'est un vrai plaisir, parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu la joie de l'accueillir dans ce studio. Je continuais comme ça dans l'ordre de passage, finalement presque. Donc Madame Jeanne Smith. Moins de plaisir, là. Moins de plaisir, il faut que je le confesse. Bienvenue quand même. Et l'abbé Claude Barthes. Combien d'étoiles pour moi? On ne sait plus là. Et puis l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Alors merci à chacun d'entre vous d'être présent dans ce studio du Club des Hommes en Noir. Je voudrais, avant qu'on discute du sujet d'aujourd'hui, vous dire que de manière étonnante, la dernière émission du Club des Hommes en Noir, qui est consacrée au contrôle social, n'a pas connu, à notre surprise, un score, comme on dit, étonnant. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ou à écouter cette émission consacrée au contrôle social. Je pense que c'est quand même un sujet de grande actualité. On l'a vu au moment du Covid et on le reverra certainement dans les mois qui vont venir. Voilà, alors à défaut de contrôle social, parlons de l'avenir de l'Église de France et plus particulièrement de l'Église du diocèse de Paris. Un nouvel évêque, Monseigneur Ulrich. Est-ce que c'est une surprise ou pas? Déjà, la surprise, c'est que ça coupe... Disons que je pense que Monseigneur Ulrich est relativement dans la ligne du pape François, donc à ce titre-là, ce n'est pas une grande surprise. On annonçait que le pape François avait l'intention de clore l'ère lustigérienne. Donc là aussi, c'est un tournant, je dirais, attendu. Ce qui, en revanche, est un petit peu plus étonnant, c'est l'âge de Monseigneur Ulrich, 71 ans. Donc théoriquement, les évêques doivent démissionner à 75 ans. Donc le pape, souvent, les prolonge d'1 ou 2 ans. Enfin, un peu le prolonger, oui. Oui, mais guère plus que d'1 ou 2 ans, surtout sur une grosse responsabilité. Donc je pense qu'effectivement, Monseigneur Ulrich est probablement, dans l'esprit du pape, destiné à effectuer une transition. Archevêque de transition, comme il y a des papes de transition. Voilà. Mais en même temps, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a une vraie crise du personnel dans l'Église actuelle et qu'il n'est pas forcé que le pape ait eu beaucoup de cartes en main pour trouver quelqu'un qui lui convienne pour un poste aussi important et sur lequel le prédécesseur a laissé, je dirais, un mauvais souvenir. Donc il fallait vraiment quelqu'un dans lequel il ait toute confiance et il n'avait peut-être pas beaucoup de candidats qui correspondaient à ses attentes. Vous seriez sur les starting blocks pour une prochaine nomination? Non, pas précisément, parce que le travail d'évêque est plutôt un travail pas très agréable aujourd'hui. Oui, Monsieur l'abbé Barthes, pour prolonger. Pas trop le choix pour prolonger, oui, et non pas rebondir. On dit que Monseigneur Aveline de Marseille avait été pressenti et aurait refusé. Oui, c'est ce que... C'est la rumeur, mais... C'est la rumeur, pas plus. Donc on ne sait pas pourquoi Monseigneur Aveline aurait éventuellement refusé ce poste. Parce qu'il était bien à Marseille, il a lui aussi un certain âge. Donc c'est pour prendre le siège de Paris, qui est un siège difficile actuellement. Et dans ces conditions, à faire ouvrir une nouvelle ère, ça peut le faire hésiter. Ou d'autres aussi, peut-être, parce qu'on parlait également de... Mais pourquoi en parler maintenant, puisque la chose est faite? Oui, mais pour rappeler un peu ce qui de l'archevêque d'Ajaccio, on parlait également de Monseigneur Ravel. Qui est à Strasbourg. Strasbourg, c'est ça. Mais on éliminait, et en effet, c'était la rumeur générale, tous les prélats parisiens, issus de Paris ou proches par leur siège de Paris. Et donc du monde lustigérien, pardon. Alors on va en parler justement de cette rupture, en fait, avec une histoire, non? Oui. Qui
qui date des années 80 finalement, puisque Monseigneur Lustiger a été nommé par Jean-Paul II, donc ça nous ramène quand 81 même ou 82, quelques 81, années je pense. en arrière. Mais je continue mon tour de table. Surprise, pas surprise, mon père, vous avez été surpris par cette nomination ? Je suis toujours surpris par toutes les nominations. D'accord, bon. Donc, bonne surprise ou mauvaise surprise. Ça, je vous laisse dire, mais si vous le souhaitez. Mais... En ce qui concerne Monseigneur Laurent, alors je ne sais pas comment on dit, si on dit Ulrich ou Ulrich, c'est un homme qui a été nommé évêque, archevêque, par Jean-Paul II. Donc ce n'est pas d'abord un homme qui est proche du pape actuel, même s'il est devenu, je pense, comme tous les évêques, puisque tous les évêques sont proches du pape régnant. C'était un fait d'ailleurs assez étrange, ça. Mais... Voilà. C'est ce qu'on appelle la communion. Oui, c'est la communion. Donc Monseigneur Ulrich a déjà une carrière, entre guillemets, assez importante dans l'Église, puisque après Chambéry, il est allé à Lille. Donc ça veut dire qu'il a bénéficié de la confiance des papes successifs, enfin Jean-Paul II, Benoît XVI et puis le pape actuel. Le point commun qu'il a avec Monseigneur Aveline, c'est qu'il est très proche, alors non seulement du pape François en tant que pape, mais du pape François en tant que jésuite. Il est très proche de la Compagnie de Jésus. Oui, il était par exemple, c'était un ami très proche du père Madelin qui a été provincial de France. Effectivement, oui. Il était d'ailleurs présent, je ne sais plus si c'est lui qui avait célébré, mais il était présent aux funérailles du père Madelin. Et puis d'autres jésuites de la même ligne de pensée. Donc on peut dire que, en effet, même s'il a été nommé par Jean-Paul II et puis qu'il a continué ensuite avec Benoît XVI, il est plutôt dans comment dire, l'état d'esprit du pontificat actuel. Donc c'est sans doute pour cela qu'il a été choisi. Et puis c'est un homme apparemment qui a un caractère très égal. C'est un homme qui est aimable, qui n'est pas colérique. Donc vous êtes en train de dresser un anti-portrait en quelque sorte. Anti-portrait, je ne sais pas. De son prédécesseur, enfin c'est ce qu'on dit de son prédécesseur. Oui, je ne connaissais pas son prédécesseur non plus. plus donc, Mais en tout cas, il a cette réputation-là. Donc pour Paris, dans la situation actuelle, il apparaît comme un homme voilà, susceptible de bien remplir la tâche. Parce qu'il n'est pas susceptible, justement. Et puis apaisant. Jeanne, pour finir ce premier tour de table... Un tour très rapide. Moi, je n'interviens évidemment qu'en tant que laïc. Je voudrais juste revenir sur le fait qu'on le présente comme un archevêque de Paris de transition. Il donnera sa démission à 75 ans, mais il y a quand même un exemple célèbre de non-présentation de démission qui vient du pape François lui-même, qui, à l'âge de 75 ans, n'a jamais présenté sa démission. En tant qu'évêque ? Oui, en tant qu'évêque, oui, en tant que cardinal. En tant que cardinal. Il n'a pas présenté ou il a été refusé ? Non, il n'a absolument pas présenté. C'est pas obligatoire. Hein. En tout cas, on m'a raconté qu'on lui réclamait quand même cette démission, et notamment le nonce apostolique de l'époque à Buenos Aires lui demandait alors, ça vient cette démission ? Elle n'est jamais venue, et ça lui a quand même donné la possibilité de rester évêque jusqu'au conclave. Mais elle aurait été refusée certainement. Peut-être, mais elle n'a pas été présentée. Et de fait, quand on regarde le service de presse du Vatican, il n'y a aucune trace de cette présentation de démission. Donc, Ulrich fera-t-il la même chose ? Je ne le crois pas. En tant que laïc, je suis frappée par le fait qu'un évêque, normalement, c'est un père pour nous. Et que nous avons pris au fil des ans quand même l'habitude de nous demander quel genre de père ce serait, et même si nous pouvons nous attendre à avoir un père dans l'archidiocèse de Paris et toute la zone qu'il domine. En fait, c'est ça qui, dans notre temps moderne, est difficile à vivre. Est-ce qu'un évêque est d'abord un père ou d'abord un docteur qui doit enseigner ? Il est tout à la fois. Il est père, et père enseignant des enfants, enfin, tout ce qu'il a à faire. Père enseignant, c'est joli ça. Sa paternité s'exerce en effet spécialement en conduisant ses enfants au paradis, donc en les enseignant dans la vérité. Et je voudrais ajouter que Monseigneur Ulrich a un poste depuis plusieurs années important dans l'enseignement catholique.
Or, nous, en tant que parents laïcs, une fois de plus, j'interviens ainsi, nous avons peiné depuis de longues années à trouver des écoles où la foi est effectivement transmise, et il a fallu se débrouiller un peu par soi-même. C'est-à-dire qu'on les a trouvés, mais en dehors exactement, de l'enseignement en dehors catholique. de l'enseignement catholique, le plus souvent, pas toujours, parce Voilà, qu'il est d'excellentes écoles. Le plus souvent, effectivement. Le plus souvent. Mais je trouve que cela ne plaide pas en sa faveur. Alors le père Thomas nous a bien rappelé, à juste titre me semble-t-il, que nommé par Jean-Paul II, j'allais dire confirmé en quelque sorte par Benoît XVI et à nouveau par François, Monseigneur Ulrich, quel est au-delà de ça, donc quel est son profil? Alors, quand on prend sa formation... Oui, sa formation, par exemple. Voilà, sa formation, il a eu une formation, déjà. Alors pour le coup, très, j'allais dire, ordinaire, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, à savoir que, bon, il est entré au séminaire, il était au séminaire universitaire de Lyon, où il a fait 2 maîtrises, donc voilà, c'est un niveau intellectuel qui est correct, mais qui n'est pas non plus... exceptionnel. Il y a des évêques qui ont eu plus de formation, donc il a une maîtrise de philosophie et une maîtrise de théologie obtenue à l'Institut catholique de Lyon. C'est d'ailleurs pour cela qu'ensuite, au début de son ordination, il est resté un peu à Lyon comme prêtre, même s'il est originaire de Dijon. Du diocèse de Dijon, oui. Du diocèse de Dijon. Donc il a une formation classique selon les critères d'aujourd'hui, hein, ordinaire, mais tout de suite, il a été dans les rouages officiels. Donc quand on prend les différentes commissions auxquelles il a pu appartenir, déjà en tant que prêtre, dans son diocèse, les responsabilités qu'il a pu avoir, et ensuite en tant qu'évêque, donc les différentes commissions, il a été présent dans beaucoup de sphères différentes, notamment la sphère économie, je crois. Donc c'est un homme qui a une certaine expérience de l'Église en France telle qu'elle est maintenant. Donc il connaît aussi assez bien, je pense, la situation des autres diocèses français. C'est un homme du système, donc. C'est un homme, oui, c'est un homme du système. Et c'est un homme de l'appareil, voilà. De l'appareil, oui. De l'appareil, plutôt. Oui. Et alors, outre le fait qu'il ait deux maîtrises, hein, si j'ai bien retenu, est-ce qu'on sait quelque chose de son profil théologique? Oui, c'est le profil théologique de la Compagnie de Jésus en France actuellement. Plutôt donc progressiste. Voilà, il faut mettre les mots. Je laisse monsieur l'abbé Sellier la responsabilité de ses propos. Voilà, non, je pense que très honnêtement, il est considéré comme plutôt progressiste au point de vue des idées et au point de vue de la théologie, etc. Donc en ce sens-là, il correspond bien à l'esprit du pape François. Mais encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'un évêque n'est pas seulement quelqu'un qui a une théologie, c'est aussi quelqu'un qui a une pratique, et son caractère, sa façon d'aborder les problèmes peuvent avoir des résultats tout à fait différents de ceux qu'on attendrait, parce qu'on dirait, voilà, il est plutôt progressiste, donc il va faire ça, il est plutôt traditionnel, donc il va faire ça. Ça n'est pas parce que les situations, l'analyse des situations... Je dirais, ce qui est extraordinaire dans son prédécesseur, c'est quand même que c'est quelqu'un qui a réussi à se mettre à mal avec sa gauche, son centre et sa droite. C'est quand même exceptionnel. Et je pense que Monseigneur Ulrich est un homme fin et subtil qui évitera ce genre de choses et qui donc peut très bien, pas favoriser, mais en tout cas apaiser des choses qui nous concernent plus directement du côté traditionnel, parce qu'il verra que c'est une mauvaise politique d'aller dans ce sens-là. Oui, d'ailleurs, monsieur l'abbé parlait tout à l'heure, monsieur l'abbé Barthes, de Monseigneur Aveline de Marseille. Monseigneur Aveline est considéré comme étant un peu plus à gauche que Monseigneur Ulrich, mais il n'empêche que, en ce qui concerne par exemple la tradition, il aurait été un homme de compréhension à Paris, parce que c'est un évêque, je pense que c'est même un des rares évêques en France, qui célèbre pontificalement le rite traditionnel quand on lui demande. Encore aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Et après Traditionis oui. Quelques jours après. Quelques jours après. Donc c'est un homme, je pense que Monseigneur Ulrich c'est la même chose, étant donné qu'ils sont un peu catalogués comme étant à gauche ou au centre-gauche, progressistes,
ils se sentent peut-être aussi plus libres, que des conservateurs. Que des conservateurs à col gris. Ce qui est habituel d'ailleurs dans les réactions. Alors avec une difficulté pour le diocèse de Paris, puisqu'on parle de la question traditionnaliste, c'est que les messes officielles du diocèse de Paris sont assurées par des prêtres diocésains. Pas uniquement, puisque j'en célèbre. Certes, mais enfin je veux dire que les curés, l'essentiel de l'organisation est diocésaine, à la différence de ce qui se passe notamment à Lille. À Paris, le vieux système lustigé, mais dont on va parler après. Mais de point de communauté, pas de communauté, quelle qu'elle soit. Et notamment du point de vue traditionnel. Donc il va avoir à gérer cette difficulté qui est tout à fait celle soulevée par Traditionis Custodes, c'est-à-dire des prêtres diocésains qui célèbrent, ou qui veulent célébrer, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui célèbrent, mais ceux qui veulent célébrer, et qui ne peuvent plus, désormais, la messe traditionnelle. Ça va être un peu plus difficile. On va voir, par exemple, comment il va régler, tout de suite, puisqu'il va arriver à une époque où on célèbre des confirmations, comment il va régler la question des confirmations, par exemple. Dans le rite traditionnel. Dans le rite traditionnel, nous sommes bien d'accord, bien sûr. Voilà, mais je pense que... Ah non, allez-y. Non, simplement pour rebondir sur ce que disait l'abbé Barthes, à Lille, Monseigneur Ulrich a eu, semble-t-il, des relations bonnes avec l'Institut du Christ Roi. Avec une communauté. Avec une communauté, mais extérieure au diocèse. En leur accordant une église qui est belle, l'église Saint-Étienne, en ayant de bonnes relations avec l'école Notre-Dame de Fatima, qui est l'école du Christ Roi également, à la chapelle d'Armentières. Que Christ Roi a repris. Reprise. Mais il est intéressant de voir que Monseigneur Ulrich, en effet, a su gérer ces relations et les a gérées de manière plutôt aimable pour la tradition. Je n'aime pas ce mot. Il était aidé en cela par deux choses. D'une part, le fait que l'un des prêtres du Christ Roi, le supérieur, Jean Marchadier, et son official, chancelier peut-être aussi... a été choisi comme tel. Voilà, c'est ça. Et donc a des relations constantes avec lui. D'une part, ça peut aider, bien sûr. Et d'autre part, par la présence de Monseigneur du père de Sinetti, maintenant il n'est plus... il était Monseigneur Ad Munus, donc Benoît de Sinetti, qui vient de Paris, qui apporte à Paris, qui est allé là-bas, et qui est un homme, certes pas progressiste, mais en tout cas, il est ce qu'il est, mais très... mais quel est son rapport avec le monde traditionnel? C'est un homme très... qui voit les choses comme elles sont, qui sait gérer toutes sortes de situations, notamment celle-là. Et il a certainement mis beaucoup d'huile dans les affaires de l'archevêché, parce que c'était quand même difficile. Ça s'est bien passé, certes. Depuis quelques années, d'après ce que j'ai compris. Oui, depuis quelques années, mais enfin, même depuis une année. Il y a eu la question de Traditionis Custodes. Il y a eu une véritable négociation, tout de même. Il est fort possible que Monseigneur Ulrich fasse venir de Sinetti pour le relancer dans sa carrière. Tout à fait. Ça, c'est très probable. C'est probable. Mais je dirais effectivement, le fait que ce soit des prêtres diocésains qui célèbrent massivement donc la messe traditionnelle à Paris n'est pas forcément un obstacle, parce qu'il aura ses prêtres à sa main. Et il pourra très bien, je dirais, les gérer comme il l'entend, peut-être plus facilement que des communautés. Donc s'il a l'intention d'aller vers l'apaisement, c'est ça la question, est-ce qu'il a l'intention d'aller vers l'apaisement? Le fait de pouvoir nommer des prêtres à sa main n'est pas forcément une mauvaise situation. Sauf le fait que la tradition, la pompe traditionnelle des prêtres de Paris, d'un certain nombre d'entre eux, était considérée, sous le régime antérieur, comme une espèce de cancer. Voilà, mais est-ce que ça sera son cas? Est-ce que ça sera son cas? Évidemment, s'il accorde très libéralement ce qu'on lui demande, d'ores et déjà, la permission à tous les prêtres qui veulent célébrer la messe traditionnelle de le faire. Je ne sais pas s'il arrive jusqu'à là, mais en tout cas, il peut jouer à divers niveaux, du fait, comme on dit, de son positionnement théologique. Il a plus de liberté, parce qu'il dit, c'est pas moi, comme disait le général de Gaulle, c'est pas à mon âge que je vais créer une dictature, hein, c'est pas à mon âge que je vais devenir traditionnaliste. Et en même temps, comme ce sont des prêtres, il peut leur dire, tu fais comme ça, tu fais comme ci, et puis voilà. Alors le père Thomas voulait intervenir il y a un instant. Nous l'empêchons constamment. Non, pas du tout. Je voudrais de ne pas lui donner la parole. Non, pas du tout. Donc en effet, il bénéficie d'un présupposé favorable en ce qui concerne le clergé parisien, je crois, d'après les premiers échos.
En revanche, bizarrement, j'ai découvert qu'il y a une opposition déjà frontale en ce qui concerne le milieu artistique, enfin les défenseurs du patrimoine. Parce qu'en tant qu'archevêque de Lille, il a laissé passer deux choses, il n'est pas intervenu pour deux choses. Tout d'abord pour sauver une chapelle qui était l'église de l'ancien collège jésuite, le collège Saint-Paul. Et puis ensuite, il a permis que l'ouvrage le plus précieux de l'Institut catholique de Lille soit vendu aux enchères. Alors donc, c'est un ouvrage tout à fait précieux, donc je pense qu'il ne sortira pas de France, et puis la Bibliothèque nationale va essayer de l'acheter. Quoi qu'il en soit, toutes les démarches qui avaient été faites dans ce domaine montrent qu'il était relativement indifférent. Et donc cela fait peur pour une chose, oui, bien sûr. pour Notre-Dame de Paris. Pour Notre-Dame de Paris, voilà. bien sûr, oui. Et les enjeux sont importants. Et c'est pas du tout secondaire comme problème. Voilà. Non, donc, ça va laisser des traces longtemps. Voilà. Donc, ça peut pas être pire que les projets qui étaient en... Ben si, tout peut être pire dans ce domaine, justement, avec le clergé. Donc il faut attendre. Vous n'appartenez pas. Non, je n'y appartiens pas, en tout cas en ce qui concerne le patrimoine. Oui. Donc évidemment, il faut attendre. Ça ne veut pas dire qu'il aura le même type d'attitude à Paris. Mais donc c'est bizarre de voir qu'il y a déjà une opposition du côté laïque. Et est-ce qu'on sait par exemple comment Golias a accueilli cette nomination, eux qui mettent des bonnets et des... Oui, lui, il avait, je pense, de bonnes notes dans de bonnes notes chez Golias, oui, mais ont-ils fait un article sur la question? Non, peut-être pas encore. Peut-être que oui. Pour revenir une seconde sur la question artistique, si je ne me trompe, Monseigneur Ulrich a écrit assez abondamment sur la question sociale, sur l'entreprise, sur la nature des richesses et leur emploi dans un cadre véritablement catholique. Et ça peut faire peur, en effet, en ce qui concerne les richesses artistiques, parce qu'elles peuvent être considérées comme le font les progressistes, comme finalement quelque chose d'excessif qu'il faut savoir vendre pour l'Église des pauvres. Mais bon, ça, je n'ai aucune trace de cela. À Paris, il y aura beaucoup de choses à vendre. Il y aurait beaucoup de choses. Je pense que la situation économique du diocèse de Lille et celle du diocèse de Paris ne sont pas la même. Je pense que la vente de ce livre de l'Institut catholique était destinée à renflouer parce qu'ils ont des vrais problèmes économiques. Je pense que le diocèse de Paris est encore riche. Il a encore vraiment de quoi vivre, et il y a un dynamisme économique, etc. Et donc il n'y a pas de nécessité. Et après, encore une fois, si Monseigneur Ulrich est un bon chef, il n'est pas forcé d'être intéressé ou passionné ou compétent là-dedans. Il nommera quelqu'un il peut nommer quelqu'un qui fasse bien le travail. Voilà, je dirais. Paiera-t-il ses impôts? Voilà. Puisqu'on dit que le prédécesseur ne les payait pas et que le diocèse a des difficultés à cause de cela, avec l'administration fiscale. Comment les impôts, quels impôts? Les impôts du diocèse ou c'est impôts personnels? Du diocèse. Les impôts du diocèse. Bien sûr, du diocèse. Voilà. Quels sont les autres gros dossiers auxquels va être confronté, je veux dire gros dossiers, à part la question de la messe traditionnelle, auquel va être confronté Monseigneur Le dossier où tout le monde l'attend, c'est celui du séminaire. La particularité du système Lustiger avait été de rompre avec ce qui était le diocèse parisien, à savoir Saint-Sulpice, c'est Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux, oui. Donc, considérant, Monsieur Lustiger, puis Cardinal Lustiger, que le séminaire était trop à gauche, il a créé son propre système de séminaire dans les paroisses de Paris. Je veux dire les paroisses, parce que c'est pas un rassemblement de tous les séminaristes, mais un ensemble de maisons attachées à des paroisses, avec le premier supérieur a été Monseigneur Aumonier, d'ailleurs. Ensuite, évêque de Versailles. Donc, un séminaire bien à lui, où il tenait les prêtres et la formation dans le sens qu'il voulait donner, qui était, on s'en parlera, donc ce qu'est le système Lustiger. Mais donc, ça, évidemment, Monseigneur Ulrich, je trouve, à quoi s'ajoute la constitution d'une université propre, là aussi, contre cette fois... Avec le Collège des Bernardins, c'est ça ? Le Collège des Bernardins contre l'Institut catholique. Donc il y a un système qui était devenu une université pontificale, le Collège des Bernardins. Donc il y a un système parisien propre d'enseignement et de formation sur tous les prêtres. Que va-t-il en faire en fait ? Que va-t-il en faire, voilà. Est-ce qu'il va conserver, d'autant que, aussi bien ce qui est devenu son séminaire, à savoir celui de Paris, est quand même en perte de vitesse, comme partout bien sûr, mais du point de vue des effectifs, et celui d'Issy-les-Moulineaux encore
plus. Donc, la présence de 2 séminaires ne se justifie plus, normalement. Oui, en ce qui regarde les centres de formation, il y aura en effet un dossier, alors je ne sais pas si ce sera sous son épiscopat ou sous le prochain, mais en tout cas un dossier qui sera sur la table pour savoir comment à Paris pourront subsister 3 centres de formation. Les Bernardins, le centre Sèvres, tenu par les Jésuites, et puis l'Institut catholique de Paris. Donc les 3 ne pourront pas survivre comme ça éternellement, vu la situation dans l'Église, le manque de professeurs aussi, mais aussi le manque d'étudiants. Donc c'est un dossier que un des prochains évêques de Paris sera amené à traiter. Mais je dirais, oui, je pense qu'effectivement, au niveau universitaire, ils vont être obligés de faire des rapprochements pour des raisons purement économiques, ne fût-ce que cela, ou de fréquentation. En revanche, l'histoire nous apprend que les évêques sont toujours désireux de contrôler la formation de leurs prêtres. Et donc, étant donné que la rupture avec Issy-les-Moulineaux est actée depuis un certain temps, je ne suis pas du tout sûr que Monseigneur Ulrich ou son successeur va se remettre dans les mains des Sulpiciens, au lieu de perdre... Il n'y a plus de Sulpiciens. Voilà, il y a un Sulpicien, c'est enlevé aux Sulpiciens. Oui. Il se trouve qu'il y a, je crois, encore un Sulpicien, mais à titre individuel, si vous voulez. Par ailleurs, la ligne d'Issy-les-Moulineaux n'est plus la même que celle des années 80. Hein. On peut dire qu'elle est très proche de celle du diocèse de Paris. Voilà, tout ça, c'est a tendance à se... Voilà, mais encore une fois, je pense qu'en tout cas, l'archevêque de Paris voudra avoir le contrôle de son séminaire. Et donc effectivement... Quand Issy-les-Moulineaux était Issy-les-Moulineaux, l'archevêque de Paris avait le contrôle de tous les gens qui venaient à Issy-les-Moulineaux, qui n'étaient pas seulement... Avant même que Issy-les-Moulineaux ne soit devenu un séminaire interdiocésain, comme il est maintenant pour je ne sais combien de diocèses, c'est de la folie. Beaucoup de séminaristes de province venaient à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux était une espèce presque d'université, si vous voulez, pour le clergé. Et de fait, l'archevêque de Paris donc, avait une influence, si on veut, Paris en tout cas, l'esprit parisien, avait une influence sur le clergé général. Et ça, c'était une idée luciérienne aussi. C'est-à-dire faire de Paris, si on peut passer... Non, on ne va pas passer tout de suite. Alors, très bien. Si ça ne vous dérange pas. Non, mais j'ai encore une question. Je dis juste simplement que une idée luciérienne était d'influencer par le modèle parisien toute la province française. Et donc éventuellement au-delà. On va faire, oui. Oui, moi, vous avez demandé, Philippe Maxence, quelles étaient les grandes questions qui arrivent. Moi, j'en vois 3. La première, c'est la relation avec le jeune clergé parisien, qui me semble être quand même relativement... Ça faisait partie de mes questions. Ah, pardon, ça. Relativement non, mais classique. Mais donc admirable. Là, je n'ai pas... Mais ça servira de transition. Mais il y a aussi deux autres questions. Celle des relations avec les musulmans. On dit que Monseigneur Ulrich a refusé la venue du Forum Jésus le Messie, qui est quand même très actif dans l'apostolat pour la conversion des musulmans. J'ai entendu de la bouche d'un de ces musulmans convertis ce forum a été refusé à Lille. Et la troisième question qui me vient à l'esprit et qui vient d'en sortir, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Mais c'est certainement les relations avec le monde politique. Avec le monde politique. Avec le monde politique. Et notamment des déclarations qu'a pu faire, ça m'est revenu, Monseigneur Ulrich, contre notamment le Front National en 2015. À Paris, il n'y avait pas de problème. À Paris, il n'y a aucun problème à ce sujet, mais il y a quand même il y a son rôle qui, par rapport à la France, est tout de même important. Même s'il n'est pas primat des Gaules, l'archevêque de Paris joue un rôle qui est national, me semble-t-il. Bien sûr. Est-ce qu'on a quand même une petite idée, pour revenir sur peut-être plus terre à terre, sur la réaction du clergé parisien face à cette nomination ? Je ne sais pas vers qui me tourner. Donc Le père Thomas a dit qu'il y avait une réaction plutôt favorable pour l'instant. Je crois aussi. Oui, plutôt. En tout cas, parmi les prêtres que je connais. Donc ce n'est pas tout l'éventail du clergé parisien. Ce sont des prêtres qui généralement sont charitables. Donc ils attendent pour juger. Présomption favorable. Présomption favorable. Je dirais par ailleurs, Monseigneur Ulrich vient après comment dirais-je, un pontificat qui les a un petit peu mis dans la honte, il faut le dire, le clergé parisien. Donc, je dirais, il y a forcément un préjugé favorable en disant, si vous nous sortez de là et si vous rehaussez un petit peu notre réputation, ça sera de toute façon mieux.
Je pense que s'il venait après un pontificat brillant, enthousiasmant, ça serait plus difficile. Ça serait plus difficile. Ça serait plus difficile. Je passe parce que l'heure Par ailleurs, allez-y, monsieur Abbé. Non, c'était pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire faire une transition. Cette fois-ci, avec le système Lustiger, il y a une espèce de faveur pour lui, parce que justement, il tourne une page. Alors, justement, depuis le début, vous parlez de système Lustiger. Oui, sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce système? On a l'impression de quelque chose qui a été mis en place, plaqué sur une réalité diocésaine il y a fort longtemps, quand même. 81, 82. Monseigneur Lustiger a été nommé par Jean-Paul II, plutôt au début du pontificat de Jean-Paul II, et on a l'impression que ce que vous appelez un système, ça a continué jusqu'à avant-hier, quoi. Une dynastie, plutôt. C'est plutôt une dynastie. C'est-à-dire qu'effectivement, les deux qui ont succédé, donc Monseigneur 23 avait été son secrétaire, son secrétaire de qui? De Monseigneur Lustiger. Il avait été vraiment très proche de lui, il avait été son secrétaire général, si vous voulez, et donc il était complètement imprégné de la vision de Monseigneur du cardinal Lustiger, et ensuite, au petit, avait été formé dans cet esprit-là, et donc il y a eu 3 évêques qui ont eu une même direction générale, celle impulsée par le cardinal Lustiger. C'est lui le visionnaire, c'est lui qui a vraiment créé la chose, mais qui a été poursuivi par des successeurs, ce qui est en réalité la seule façon d'influencer profondément une institution. Comme nous le voyons par exemple pour Saint Grégoire VII. Saint Grégoire VII est l'héritier de plusieurs papes réformateurs et il sera suivi de papes qui suivront son exemple, ou Saint Pie V. Saint Pie V est déjà l'héritier des Paul IV et des Paul V, des Pie IV, et il va avoir des successeurs qui vont poursuivre dans cette... Et c'est ce qui fait, si vous voulez, une imprégnation et une réorientation qui va être durable. Et là, en l'occurrence, il y a eu 3 évêques successifs qui ont été dans la même ligne et dans la même vision. Simplement une dynastie donc, qui dure dans le temps? Alors, pas uniquement, parce qu'il faut se souvenir de ce qu'était Paris lorsque Monseigneur Lustiger est arrivé. Donc, en prenant la succession du cardinal Marty. Du cardinal Marty. C'était un champ en jachère, Paris. En ruine. En ce qui concerne, alors en ruine, non, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses, il y avait encore beaucoup de clergé, etc. Mais en tout cas, bon, tout était un peu paralysé, un peu moribond. Je me souviens, moi j'étais jeune étudiant à l'époque, il y avait 2 endroits corrects à Paris pour la messe, des endroits qui étaient très différents évidemment. Il y avait Saint-Nicolas du Chardonnay et puis il y avait le Sacré-Cœur de Montmartre. Saint-Nicolas qui était hors système pour le coup. Dans l'église quand même. Oui, non, mais c'est pas la question. Oui. Donc, mais voilà, il y avait très très peu de choses qui existaient. Donc le cardinal Lustiger, Monseigneur Lustiger, lorsqu'il est arrivé, c'était un homme qui savait manier à la fois la dictature et la tyrannie. La dictature pour le meilleur, parce que la dictature, ça peut avoir un bon impact pour remettre de l'ordre, et c'était un homme justement qui a remis de l'ordre. Mais il avait aussi des aspects qui étaient un peu tyranniques, enfin, même dans son caractère personnel. Ceux qui ont été proches de lui, tous ceux qui ont été ses secrétaires, il en a usé quand même beaucoup. Certains sont devenus évêques, pourraient en témoigner. Mais en tout cas, le mélange des deux a fait qu'il a pu imposer des choses sur un champ qui était abandonné, oui. Donc il a redressé il a redressé. Alors, il était l'anti-68 quand il est arrivé. C'est ça, anti-68, alors que quand il était jeune prêtre... à Sainte-Jeanne de Chantal, voilà, il a quand même bougé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il avait changé. Politiquement, j'allais dire. Oui, il a plus ou moins renié ce qu'il avait fait avec Sainte-Jeanne de Chantal. Il est quand même resté dans une ligne, on va dire, médiane. Toute sa vie. Oui, et alors il a été aussi très influencé, je suis désolé de redire ça, un peu comme pour l'archevêque actuel, mais il était très proche de certains jésuites, mais pas les mêmes. Décidément, les jésuites... Mais pas les mêmes. Certains jésuites de Bruxelles, et c'est pour ça qu'au départ, il a envoyé ses séminaristes se former à Bruxelles, avant qu'il n'ait pu établir un séminaire pour son diocèse. Donc lui a été aussi influencé par des sources qui étaient extérieures. Alors reste à savoir si à la fin du pontificat de Monseigneur Lustiger, il aura été bon de poursuivre dans la même ligne. Et ça, c'est moins sûr, parce que lui avait des talents que ses successeurs n'avaient pas forcément. Ils avaient d'autres qualités, sans doute.
Mais Monseigneur Lustiger avait alors on pouvait être d'accord ou non avec lui, avec ses prises de position, etc. Mais il était très brillant intellectuellement, et il était capable d'être en lien, pas simplement en ce qui concerne le pays, mais également à l'international. Il était capable de créer des liens avec beaucoup de personnes. Donc il avait vraiment une carrure qui était quasi universelle dans l'Église à l'époque. Donc, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas de ses successeurs. Encore qu'ils ont eu, enfin, en tout cas, son successeur immédiat, certes, c'est le cardinal Lustiger qui a imposé sa nomination, mais le cardinal Lustiger était très proche de Jean-Paul II, très proche aussi, mais d'une autre manière, du cardinal Ratzinger, pour lequel il a été un des grands électeurs, et qu'il a vraisemblablement servi pour établir le cardinal 23, Monseigneur 23, cardinal 23 ensuite, archevêque de Paris. Mais l'un comme l'autre ont été, par leur proximité avec le pouvoir romain, des faiseurs d'évêques. Beaucoup d'évêques en France, de l'époque du Lustiger, ont été faits par lui, tirés pour la plupart. Par exemple, vous avez des noms évidemment, on a parlé de Monseigneur Aumenier, Moulin-Beaufort, bien entendu, celui de Rennes, Monseigneur d'Ornelas, et bien d'autres. Oui, donc le système Lustiger dépasse, si on parle de système Lustiger, dépasse le cadre parisien. Il y a eu des créations d'évêques, il faisait partie de la congrégation des évêques, il avait vraiment une influence très forte. Et le cardinal 23, qui n'avait pas cette même personnalité, a eu aussi, et a voulu avoir, lui aussi faisait partie de la congrégation des évêques, a voulu avoir une même influence dans les nominations, et il l'avait. Et ça a été le cas de Monseigneur Aupetit Alors aujourd'hui, ça aurait pu l'être, ça a été trop court. Lui aussi a été nommé, et il l'est toujours d'ailleurs à la congrégation des évêques. On va voir si Monseigneur Ulrich est nommé, vraisemblablement il le sera à la congrégation des évêques. Pour décrire la dynastie, je dirais que Monseigneur Lustiger est un visionnaire habile. Monseigneur 23 n'était pas visionnaire mais habile, et Monseigneur Aupetit ni visionnaire ni habile. Voilà. Bien, mais... Il a placé ces mots. Par ailleurs, moi il me semble que dans l'approche du cardinal Lustiger quand il arrive à Paris, par rapport au cardinal Marty, la différence c'est que le cardinal Marty, c'était la politique de la demande. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à la messe, l'église est ouverte, personne ne vient à la messe, on ferme l'église. C'était le cas, vous le savez, de Saint-Nicolas le jour de sa reprise au culte traditionnel. C'était l'annonce de la fermeture de l'église, puisqu'il y avait une église à côté qui n'avait pas assez de monde. Le cardinal Lustiger lui a fait la politique de l'offre. Toutes les églises doivent être ouvertes, elles doivent être vraiment, les prêtres doivent être présents, et ça fera venir du monde, et il a eu raison. Il a eu tout à fait raison, et en ce sens-là, il a redynamisé le diocèse en donnant des objectifs et en disant, si vous êtes présents, les âmes conduites par le Saint-Esprit viendront, et c'est ce qui s'est passé. Alors que Marty était en train à chaque fois de fermer en disant, il n'y a pas assez de monde, donc on ferme, et à la fin, il n'y aura plus rien. Lustiger avait l'impression, il le dit dans ses souvenirs, de fermer une parenthèse. C'est-à-dire qu'avant Marty, qui n'existait pas, Marty, en fait c'était Gilson, son auxiliaire, qui était le véritable gouverneur, qui gouvernait le diocèse. Avant Gilson, donc, il y avait le... Cardinal Verdier. Veuillot surtout. Surtout Veuillot. Vous remontez... Pour lequel, c'est vrai, il y avait Verdier à Corba, mais Veuillot, pour lequel le cardinal Lustiger avait une grande admiration. Et donc il a raccroché, avec l'aide de ceux qui l'ont fait nommer. Il ne faut pas oublier que c'est Monseigneur Charles qui a donné son nom et qui a beaucoup appuyé auprès de Jean-Paul II, qui ne connaissait bien entendu pas Lustiger, pour le faire nommer. Donc Monseigneur Charles étant le Sacré-Cœur. Du Sacré-Cœur et d'une ligne, on va dire, dans le... Bonne précision. Pour finir, je vous ai toujours entendu dire que, aussi bien le cardinal Lustiger que Jean-Paul II incarnaient une troisième voie entre le pôle traditionnaliste et un pôle progressiste. Vous avez toujours estimé que c'était une voie qui avait échoué, finalement ? Je pense que oui. Et là, pour le système Lustiger, c'est très clair. Oui, c'est le sens de ma question. Vous estimez toujours tant du point de vue, par exemple, très important des vocations, que de la fréquentation dans les églises. La mousse lustigérienne s'est un peu effondrée. C'est même tout à fait alors qu'elle a quand même donné l'impression pendant... Oui, mais on peut dire la même chose de celui qui était le modèle romain de Lustiger, à savoir Jean-Paul II. C'est le système wauchilien qui s'est effondré en quelque sorte, ou en tout cas comme un soufflet qui... Mais ce sont des systèmes qui ne tiennent que par les hommes qui le représentent, en fait. Voilà, exactement. À partir du moment où l'homme disparaît,
disparaît, tout s'écroule, oui, Voilà. parce que les successeurs ne peuvent pas continuer sur le même modèle. On voit bien combien même, par exemple, dans le pontificat de Benoît XVI, c'était tout à fait artificiel, et ça l'est encore évidemment davantage avec le pontificat actuel, de continuer par exemple les journées mondiales de la jeunesse. C'était une construction totalement Wojtylienne. Ben oui, voilà. dès l'instant qu'il n'y a plus ou que l'institution est autre chose que ce qu'elle était, il faut évidemment des charismes personnels pour chanter. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup de ces éclairages. Nous nous retrouverons dans quelques années, dans 4-5 ans, pour une nouvelle émission autour de Monseigneur Ulrich, pour tirer le bilan de son passage à Paris, voir s'il continue ou pas. Et avec le nouvel archevêque. Avec éventuellement le prochain archevêque de Paris. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission, un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.